Michel Aglietta, bonjour. Bonjour. Troisième interview sur le livre que vous avez dirigé avec 8 co-auteurs, Le capitalisme, le temps des ruptures. Alors on va s'attaquer, j'allais presque dire au dessert, mais au dessert de choix, qui est le 9e chapitre auquel vous tenez beaucoup. Transformer le capitalisme pour une croissance inclusive et soutenable. Alors, face à ce capitalisme qui évolue sur une trajectoire destructrice, selon vos propres mots, vous appelez à l'émergence de nouvelles idées progressistes. Et je vais vous lancer sur cette question. Vous militez pour un retour du primat du politique sur l'économie. Oui, bien sûr, parce que c'est à travers le politique que se font les transformations des institutions. Et les institutions sont les médiations essentielles, je rappelle, d'un régime de croissance d'une époque historique. Aujourd'hui, l'époque historique, elle est liée aux contradictions dans lesquelles qui deviennent prépondérantes, c'est-à-dire celles dont on a parlé dans la deuxième interview. Une fragmentation de la société, des inégalités qui deviennent, si vous voulez, insupportables, et d'un autre côté, le maintien de ce processus insupportable socialement, mais aussi politiquement. Et aussi économiquement. Elle commence à devenir insupportable politiquement, et elles deviennent mondiales. Hein, je veux dire, toutes les zones mondiales sont pratiquement en crise aujourd'hui. Si on regarde notamment l'Amérique latine, je veux dire, ça va extrêmement mal partout. Le développement du populisme, enfin, beaucoup de choses expriment, si vous voulez, une fragmentation dans la société qui devient politique. Bon. Et d'autre part, on sent que la solution n'est possible que si on arrive à redonner au choix social, et le rôle du politique est décisif dans le choix social, une place essentielle. Alors, donc je suis parti de là. Et je suis parti en réalité, si vous voulez, de la théorie économique là-dessus. C'est ça qui est important. C'est que ce que nous disent les économies standards, c'est que tout se passe comme s'il y avait un seul individu, et par conséquent, il n'y a pas de problème de répartition qui se pose. Or, on a vu à quel point ce problème est essentiel, en fonction notamment d'un pouvoir privé qui a pris une importance politique énorme, hein, qui est celui de la concentration du capital. Donc, il faut sortir de ça. Mais on ne peut sortir de ça, en effet, que par un retour de l'autorité légale, à travers l'ordre constitutionnel si vous voulez, qui en est le fondement. Mais pour ce faire, il faut... quel est le lien entre ça et l'économie? Le lien entre ça et l'économie est lié à quelque chose qui est profond, puis c'est un théorème, qu'on appelle le théorème d'Arrow, qui est que le choix social ne peut pas être obtenu à partir d'une agrégation de préférences individuelles. Il est impossible de définir une préférence sociale à partir de ça. C'est contradictoire, c'est incompatible avec la logique des choix, etc. Donc je me suis dit, si c'est ça, il faut évidemment un principe qui ait une dimension politique forte de choix social pour pouvoir transformer la société par rapport à la situation dans laquelle on est. Et c'est pour ça que, vous voyez, il y a une opposition de deux grands philosophes finalement sur cette question-là, Hayek et Rawls. Hayek, c'est de dire, ce qui importe, c'est, parce qu'il est vraiment dans le cadre du capitalisme, et il croit qu'il peut être un régime, si vous voulez, qui est viable, ce qui compte, c'est la reconnaissance et la sauvegarde des droits de propriété. Et l'État ne doit rien faire d'autre. Et évidemment, à ce moment-là, vous retombez sur la possibilité du choix social. Donc l'opposé, c'est Rawls. Et vous êtes ressourcé dans John Rawls. Ah oui, l'opposé, c'est Rawls. Pourquoi? Parce que Rawls pose la notion fondamentale d'un principe de justice comme équité à la base de si vous voulez, de la mission du politique, en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est qu'un principe de justice comme équité? Ce que mettent en avant la plupart des gens qui ont très mal lu Rawls, c'est il fait de la redistribution. Mais ce n'est pas ça du tout. Il met en avant ce qu'on appelle les biens premiers. Et les biens premiers, c'est des biens communs, qui doivent être des biens communs, dont personne ne doit être privé pour qu'une société puisse être déclarée juste. Donc ça met en cause complètement à la fois la pauvreté et les inégalités, mais dans leur fondement, c'est-à-dire les biens premiers, c'est un logement décent,
c'est une éducation de base pour tous, de même qualité, c'est des services de santé également pour tous de même qualité, c'est évidemment la sécurité dans la vie quotidienne, et ça, Rawls ne pouvait pas le faire à l'époque, évidemment, quand il écrivait en 71, c'est un environnement sain. Donc, ça veut dire que c'est un retour de bien public, si vous voulez, qu'il nous faut, pour pouvoir remettre un ciment dans la société. Le ciment de la société est fondé par des biens publics dès lors qu'ils soient effectivement des biens premiers pour tout le monde. Et à ce moment-là, il dit, c'est la condition pour qu'il y ait liberté réelle. Donc, on n'est pas dans les droits de l'homme, au sens formel du terme, dont nous parlons tout le temps. Et liberté réelle, etc., il faut savoir. Cela dit, il y avait des gens qui sont quand même, quand on pense à Chirac, qui avaient les pieds sur terre, ils disaient, oui, quand on parlait des droits de l'homme, etc., ils disaient, oui, mais le premier droit, la première liberté, c'est de pouvoir manger. C'est ça, le problème des droits, des biens premiers. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'une part, qu'il faut une politique qui restructure, si vous voulez, les investissements publics, dans ce sens, et qui doit être, en quelque sorte, le fondement d'une recomposition du lien social. Mais ça pose en même temps le problème du fonctionnement du marché, et je vous cite, le marché sous-produit des biens et services qui fournissent des externalités positives, le marché surproduit des biens qui produisent conjointement des externalités négatives. Ça, c'est la caractéristique des externalités. Mais le climat n'est pas qu'une externalité. Mais en tant qu'externalité, il entraîne ça. Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui. On sous-produit énormément. Vous ne considérez pas le climat comme une externalité négative? Et c'est beaucoup plus que ça. C'est ça que je veux dire. C'est un système d'interaction en dynamique qui peut entraîner ce qu'on appelle des bifurcations qui mènent à des Alors des comment on mécanismes réintègre ces externalités, etc. cette question des externalités? Eh bien, par la transformation de la notion de prix. Il faut dépasser la notion, dire que le prix est un prix de marché, puisque le marché a montré son incapacité vis-à-vis de ce type de bien. Il faut redéfinir le prix, en effet, comme un accord collectif, résultant d'un débat public dans des collectivités capables de produire ça pour leur propre compte. D'où l'importance d'une démocratie qui, en réalité, a besoin de s'étoffer par rapport à son caractère national, à la fois au niveau local et territorial. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut, si vous voulez, par exemple, la communauté de communes peut avoir des sociétés coopératives d'intérêt collectif dans lesquelles on rassemble sous l'autorité d'autorités locales auxquelles il faut donner beaucoup plus de liberté, démocratie, si vous voulez, à leur niveau, l'usage de monnaie locale pour pouvoir financer ce qui se décide par ces accords collectifs, et à ce moment-là, on met un prix service environnemental qui n'a pas été payé, eh bien on décide d'un prix pour ça. Il faut donc remettre en cause la démocratie représentative telle qu'on la conçoit aujourd'hui et qui est en dérive dans tous les pays occidentaux, bon, sans parler des pays autoritaires. Et c'est pourquoi je parle de démocratie participative. Mais il faut définir les structures et les institutions. Vous voyez, quand on dit qu'à chaque fois qu'il y a un régime de croissance nouveau apparaît, il faut fabriquer des institutions. Et là, on sent que le niveau local, la notion d'économie circulaire est absolument indispensable pour maîtriser la nature des externalités que nous avons aujourd'hui. C'est ça. Donc, il y a ce niveau-là décisif. Et évidemment, l'énorme difficulté, c'est que vous avez des biens communs globaux. Le climat est un bien commun global. Et la question, c'est que faire l'accord de Paris implique des engagements qui sont des engagements collectifs, implique notamment que les pays là, justement, qui n'ont pas du tout les ressources... On est dans un bien global, terriblement global. Ah ben tout à fait. Mais il est vraiment mondial. Comment parvient-on à un consensus mondial ou à une force qui permet d'imposer des nouvelles règles du jeu institutionnelles au niveau mondial? C'est bien ce que les Nations Unies essayent de faire, c'est-à-dire faire en sorte que l'accord de Paris, déjà, soit un vrai accord qui soit mis en œuvre. Et là, maintenant, ils ont créé le dernier cri d'alarme, là, il y a quelques semaines, quelques jours même.
Alors, est-ce qu'il faudra quelque chose? Seulement, il faut être très rapide maintenant. C'est ça le problème. 2020 doit être normalement le pic, au moins dans les pays avancés, disons, des émissions d'effet de serre. Moi, je pense que de la même manière qu'on a réglé un danger vital pour l'humanité à travers le Conseil de sécurité, on aura probablement très vite besoin d'un Conseil de sécurité environnementale. Quelque chose de collectif qui, de ce point de vue-là, force véritablement un certain nombre de décisions essentielles. Du fait que, en plus, le temps est très court. Donc, ça veut dire qu'en effet, il faut penser les choses. C'est pour ça que le livre est en effet, si vous voulez, en friche. C'est comment penser une démocratie au niveau local et allant jusqu'à... Le rôle du G20 comme intermédiaire dans les relations globales doit être important, très important. Le fait que les États-Unis soient en dehors est un désastre total, évidemment. Donc, on voit l'ensemble des problèmes à ce niveau-là. Mais un aspect très important, c'est que une caractéristique essentielle, c'est pour ça que ce n'est pas seulement une externalité de la crise climatique, c'est qu'elle est très inégalitaire selon les espaces territoriaux où elle se fait. C'est-à-dire que l'Afrique va être un pays menacé le plus. Or, c'est en Afrique qu'il y a besoin d'un développement important, puisque la population est en train de monter et qu'on arrive... L'Afrique est au niveau où était la Chine en 1980 sur le plan démographique. C'est-à-dire une population qui est jeune adulte, massive, qui est sortie de l'enfance, et donc les poids de la population de l'enfance, même si la population y augmente, il y a une réduction du taux de natalité, mais l'Afrique doit absolument se développer. Donc, comment faire? Eh bien, il faut absolument trouver des relations financières qui permettent d'aider les pays africains. Vous dites, Michel, qu'il faut imaginer, inventer de nouvelles institutions. Ces institutions, elles doivent être internationales. Vous parlez d'un Conseil de sécurité environnementale. L'expérience de l'histoire, et vous avez toujours adopté une perspective historique et une très bonne connaissance du mouvement de l'histoire, ces ruptures, ces innovations se sont toujours produites dans l'histoire à la suite de catastrophes, et non pas de façon raisonnable. C'est ce qu'il y a à craindre, c'est ça. Ce qu'il y a à craindre, c'est qu'on n'arrive pas à empêcher, disons, la catastrophe climatique. Oui. Et à ce moment-là, on est vraiment alors sur un problème fondamental, puisque l'idée essentielle qui était derrière, disons, l'ensemble des... à partir de 1992, quand il a été décidé de mettre en question le problème du climat au niveau international, par les conférences annuelles, l'idée essentielle, c'était quand même ça. Il faut pouvoir, disons, assurer le bien-être des populations, et donc c'est ce qui ne se fait pas, mais il faut le faire sans mettre en cause celui des générations futures. Donc c'est là que le danger. Et en effet, je ne sais pas, mais le danger, c'est que la crise environnementale... Alors ce que disent les philosophes, c'est qu'il faut prendre dès maintenant une attitude de catastrophisme éclairé. C'est-à-dire, il faut dire que la catastrophe va se produire. Une fois qu'elle s'est produite, ce n'est pas comme une crise financière où la Banque centrale peut... Il vaut mieux qu'elle soit virtuelle, cette catastrophe. Ah oui, oui. Dès qu'elle se produit, les effets sont irréversibles. C'est toute la différence avec une crise financière que les banques centrales peuvent véritablement éliminer avec des trucs dans le temps sur les banques, etc. Mais ils peuvent l'effacer. Là, ce n'est pas effaçable. Donc, on ne peut que combattre à l'avance ça. D'où la nécessité d'un horizon de temps suffisamment long et des stratégies industrielles qui permettent de faire dès maintenant les investissements nécessaires. Alors si on a bien compris, Michel, que dans votre pensée, il n'y a pas de séparation entre le politique, le social, l'économique et l'environnemental, j'aurais terminé cette troisième interview sur deux questions très, très économiques, qui ont bien entendu un impact sur le politique, le social et l'environnemental. D'abord, la question de la réforme de la comptabilité macroéconomique. Ben oui. Il faut faire apparaître cette notion de bien-être à sauvegarder dans la comptabilité.
Pourquoi? Parce que, et ça c'est le fait qu'on reste dans le capitalisme, et qu'il est très difficile d'en sortir. Le rôle du prix est essentiel. Le marché, et c'est là la différence avec ce que disent les économistes, ils disent il suffit de faire que le marché fonctionne, et puis c'est tout. Non, le marché est incapable de mettre des prix à des processus qui sont des processus d'interaction entre l'environnement et la société, et donc il faut produire un accord social qui permette par des prix à des acteurs privés d'agir. Exactement ça qui est important. Donc ça, c'est évidemment, et ça suppose une comptabilité. Vous mettez l'accent dans ce livre qu'il y a des travaux en ce sens, oui, qui existent. Oui, absolument. Alors au niveau international, c'est les Nations Unies qui ont ça, mais ils n'ont pas encore obligé les systèmes statistiques des pays à reconstruire la comptabilité comme une comptabilité de la richesse inclusive dans ce sens. Or, maintenant, on doit pouvoir le faire. Il y a donc suffisamment d'avancées qui sont faites depuis 10-15 ans dans le cadre des Nations Unies là-dessus. Donc, ça veut dire que... alors quoi, richesse inclusive? Ça veut dire que ce qui est la richesse humaine, le capital humain. Mais on appelle capital humain, mais ça existe dans aucune comptabilité nationale financière. Le capital environnemental et d'autres éléments intermédiaires de la notion de capital doivent rentrer dans la comptabilité au même niveau que le capital matériel, dont la contrepartie est financière. Ce qui veut dire qu'en même temps, ça met en question évidemment la logique du capitalisme actuel, qui est une logique tournée par nature vers l'actionnaire, puisque la seule forme de capital qu'on reconnaît, c'est celle dont l'ayant droit est l'actionnaire. Si vous introduisez comme capital, et c'est absolument indispensable, en particulier dans l'évolution des économies du XXIe siècle, des formes de capital dont les ayants droit, qui sont des ayants droit de l'entreprise, parce qu'ils participent à la création que l'entreprise fait de valeur, eh bien, sont des formes de capital qui ne sont pas, dont la contrepartie n'est pas négociable en termes de marché. Ça veut dire que vous devez transformer la comptabilité, mais derrière elle, la gouvernance d'entreprise. Et la comptabilité d'entreprise en même temps. La comptabilité d'entreprise pour que la gouvernance puisse s'appuyer de manière rigoureuse sur un système comptable qui lui correspond. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? C'est ce qu'on appelle, qui existe, que les entreprises prétendent, si vous voulez, mettre en action, mais qu'elles ne font pas. Les critères dits ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, doivent s'inscrire dans les bilans des entreprises. Et ça veut dire en particulier qu'elles doivent avoir, pensez à une chose très simple, les qualifications aident beaucoup l'entreprise. Mais la manière dont elle agit sur les qualifications, ça dépend ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Je ne suis pas obligé, disons, d'investir systématiquement sur on pourrait comptabiliser les qualifications dans le bilan des entreprises? Comme des survaleurs, il faut définir des prix. Il faut définir des prix, oui, si vous voulez. Donc, alors les prix, alors on s'appuie sur des prix de marché d'une certaine manière, pas complètement. Ou si on n'a pas de prix de marché, c'est ce qui n'a pas été payé et qui est indispensable à une collectivité. La valeur d'un bien environnemental, par exemple une rivière qui pollue sur un territoire, ça veut dire un bien environnemental non payé. Et c'est ce coût non payé qui doit devenir le prix et qui résulterait d'un accord des acteurs qui ont intérêt à ce que la pollution soit réduite dans cette... Alors on pourrait consacrer un long débat. Donc ça c'est important parce que ça définit... Oui, ça définit quoi? En particulier si vous prenez... Ça veut dire qu'il doit y avoir de l'amortissement pour chaque forme de capital. Et donc, ça veut dire que l'entreprise est responsable, c'est ça, quand un capital a un amortissement, il est responsable du renouvellement du capital. Donc, si vous avez un amortissement pour le capital humain de l'entreprise, ça veut dire que ces qualifications qui peuvent se perdre, en particulier avec l'innovation, avec les changements qu'il faut faire, etc., pour qu'elles restent à bon niveau, eh bien, doivent faire partie de la responsabilité de l'entreprise de la même manière que l'amortissement du capital physique.
Je voudrais terminer sur une dernière question, parce qu'on pourrait s'épancher longuement sur cette question qui est absolument passionnante. Vous avez été un des premiers, Michel Aglietta, au début des années 2000, à attirer l'attention sur les dangers des principes de fair value et de normes IFRS. C'est au cœur de la gouvernance actionnariale. Où en est votre réflexion sur ce point aujourd'hui ? Je vais dire, la gouvernance, on voit bien qu'à ce moment-là, la notion de fair value, d'après ce qu'on vient de dire, elle se transforme profondément. Hein? Ce qui compte, c'est, en quelque sorte, les éléments du choix social correspondant à, si vous voulez, à une économie inclusive et soutenable. Et l'entreprise en est responsable en fonction de ce qu'on vient de dire. Donc, ça veut dire en particulier que dans la fair value, il y a des prix que le marché ne fait pas du tout. Hein? Et pour les autres, ce sont des prix qui ne peuvent pas être faits, hein, si vous voulez, dans une économie de monopole. Et qui dégagent les rentes et par conséquent une distorsion des prix, etc. Ce que j'ai eu du mal à comprendre dans votre livre, c'est que vous dites quelque part à la fin qu'il faudrait revenir à des principes proches des coûts historiques. Mais alors, sur tous ces éléments sur lesquels... C'est encore le balbutiant, hein, je veux dire, que doit être la comptabilité, etc., puisqu'on a vu que le type de prix est encore difficile. Hein. La question, c'est qu'on a besoin d'une comptabilité d'entreprise très rapidement. Donc ça, c'est tous les travaux qui ont été faits par Jacques Richard sur la comptabilité généralisée, hein, d'entreprises responsables pour prendre en compte les questions environnementales. Il dit le coût historique est pour l'instant, en tout cas, la meilleure solution possible. Hein, puisque justement, il n'y a pas de prix de marché qui vous permettent de définir une notion de fair value à partir d'un prix d'équilibre qui sera un prix de concurrence parfaite. Et il faut bien voir que la fair value, elle existe en théorie du marché parfait, mais elle n'a jamais existé en pratique. Donc, comment s'en rapprocher, hein? La chose la plus importante, c'est d'introduire comme du capital ce qui aujourd'hui en est exclu, car ça devient essentiel à la transformation de la société. Michel, on pourrait passer beaucoup de temps sur ce livre qui est foisonnant, qui est très riche, Capitalisme, le temps des ruptures. Une étape peut-être pour la nouvelle version de Régulation et crise du capitalisme. Michel Aglietta, je vous remercie. Merci beaucoup.